Et à la fin de la vidéo, je t'explique c'est quoi qu'il y a de bien chez YFood, alors surtout tu t'en vas pas, qu'elle. Quand on évoque la Seconde Guerre mondiale, on parle souvent des heures les plus sombres de notre histoire. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, l'heure la plus sombre de notre histoire, c'est le 20 mars 1984. On va voir si vous l'avez. Plus sérieusement, l'histoire est jalonnée de massacres, guerres, exterminations en tout genre, mais qui n'arrivent pas à la cheville des saloperies que l'humanité a pu commettre en 6 petites années. Et j'ai bien dit l'humanité, pas juste l'Allemagne ou les nazis. Jetez juste un œil du côté du Japon et de leurs expériences sur des prisonniers, de l'URSS qui dégommait ses propres soldats, ou même des États-Unis qui ont rayé de la carte des centaines de milliers de civils en 2 claquements de doigts. Bref, de toutes les saloperies que l'humanité a inventées pour s'entretuer avec un sadisme que n'égale que la créativité, la période 39-45 en a été une sorte de gigantesque best-of. Mais, au milieu de ces horreurs, on a vu des héros émerger. Il y a ceux qui se sont servis de leur cerveau, ceux qui se sont servis de leurs muscles, ou ceux qui ont pris des risques à peine concevables dans le confort de notre société contemporaine. Bref, pourquoi entamer une vidéo avec autant de cynisme ? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Félix Kersten, qu'on a surnommé le médecin du diable. Et cette histoire est étroitement liée aux pires saloperies de la guerre, et honnêtement, j'ai que mon cynisme pour m'en détacher. Félix Kersten, c'est un héros parmi tant d'autres, mais lui, il a sauvé près de 100 000 innocents, dont 60 000 juifs, de la déportation et de l'extermination, en malaxant des fesses de nazis. Désolé, mais le sujet est giga lourd, j'essaie de l'alléger comme je peux. Edward Alexander Felix Kersten naît en 1898 dans l'actuelle Estonie, mais à l'époque c'est encore l'Empire russe. Son père est agriculteur et d'origine germanique, et à cause de ça, au début de la Première Guerre mondiale, ils sont exilés au Kazakhstan, et leur terre nationalisée à l'arrivée des bolcheviks. En 1914, Félix entre en école d'agronomie à Jenfeld près de Hambourg, en Allemagne. Il est incorporé fin 1917 et démobilisé un an plus tard, sans être allé au front. Mais en 1919, il décide de s'enrôler avec l'armée finlandaise pour repousser l'armée rouge. Et ce faisant, il acquiert de facto la nationalité finlandaise. Mais lors de cette campagne, il perd l'usage de ses jambes à cause d'un problème articulaire, et est envoyé dans un hôpital militaire à Helsinki, où il restera pendant plusieurs mois. Quand il retrouve l'usage de ses jambes, mais alors qu'il est toujours en traitement, il décide de s'occuper en prêtant assistance au médecin-chef, qui était masseur. Le toubib, trouvant que Kersten s'en sort drôlement bien, le forme sur le tas et il commence à assister les médecins militaires qui soignent les blessés par le massage finlandais. Il attire l'attention du docteur Kollander, un grand spécialiste, qui le prend alors comme élève pendant 2 ans, à la fin desquels il obtient un diplôme en massage scientifique en 1921. Alors, massage scientifique. Mettons tout de suite une chose au clair. À l'époque, la kiné, ça n'existe pas. C'est une discipline alors encore totalement en développement et surtout qui s'appelle pas comme ça. Mais en gros, il est kiné. L'année suivante, il retourne en Allemagne, à Berlin cette fois, pour continuer à se former et entre donc à la fac de médecine. Là-bas, il rencontre le docteur Ko, un lama tibétain spécialiste des sciences médicales chinoises et tibétaines. Bon, je vais pas me faire que des potes sur ce coup-là, mais même si je suis persuadé que ce docteur Ko savait faire plein de trucs efficaces, le CV du monsieur me fait soupçonner qu'il y avait quand même un petit peu de bullshit ésotérique là-dedans. Donc, est-ce que Kersten était plus ostéo que kiné ? De toute façon, je sais pas, et on va garder en tête qu'à l'époque, la discipline, non seulement ça s'appelle pas la kiné, mais en plus, elle a encore des limites mal définies, donc ça devait être un mélange de science et du you. Mais encore, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que Félix devient le disciple du docteur Ko, qui le forme pendant 3 ans à ce qu'il appelle la thérapie physio-neurale. En très gros, il masse les nerfs et les muscles, quoi. Notons quand même que Kersten a le bon goût de ne pas parler de sa technique comme d'un truc miraculeux, comme savent si bien le faire nos charlatans modernes. Et vu la suite de l'histoire, je parie quand même sur le fait qu'une bonne partie de ce qu'il faisait avait une réelle efficacité. Quoi qu'il en soit, à l'issue de ces 3 ans, le docteur Ko retourne en Chine. Kersten hérite donc de sa clientèle, qui s'avère être nombreuse. Parmi eux, des gens influents et fortunés, comme l'ingénieur et chimiste Karl Bosch, qui a le premier industrialisé le procédé Haber de captation de l'azote pour faire des engrais,
ou August Dean, qui lui gérait le business de la potasse. Et comme ces gars-là, ils payent grassement, Kersten se fait un bon paquet de moulas, ce qui lui permet en parallèle de prendre gracieusement ou à pas cher des patients qui, eux, n'ont pas les moyens. La réputation de Kersten grandit encore et encore, à tel point qu'il ne se contente plus de riches industriels, mais masse même des fessiers royaux. En l'occurrence, celui du prince Henri de Mecklembourg, qui n'est pas exactement roi, mais qui est quand même le mari de la reine Wilhelmine des Pays-Bas. Wilhelmine. Il y a des prénoms qui doivent pas être féminisés. Bref, faut croire que Kersten est encore une fois efficace, parce que le couple royal lui propose de s'établir à La Haye, ce qu'il fera en 1928. Mais histoire de ne pas délaisser sa clientèle berlinoise, il passe 6 mois par an à La Haye, 4 autres à Berlin et 2 en Suisse, en Italie ou encore en Autriche, étendant encore son carnet d'adresses. Entre toutes les anatomies au sang bleu de toute l'Europe qu'il malaxe, il croise le chemin du fils du commandant de l'armée néerlandaise. Et ce fessier-là va avoir une grosse influence sur la suite de l'histoire. Bon, je dis fessier parce que c'est plus drôle de se le figurer en train de malaxer des culs, mais en tant que kiné, il devait tâter d'à peu près n'importe quoi. Et donc, ce commandant de l'armée néerlandaise, c'est le général Wilhelm Roell. Nous sommes dans les années 30, et les velléités expansionnistes de l'Allemagne nazie sont de plus en plus claires. Roell s'en inquiète, et comme il connaît bien Kersten depuis quelques années, il lui propose un truc. Se servir de son influence et de sa réputation pour se rapprocher des dirigeants nazis, et rencarder les Pays-Bas. Devenir espion, quoi. Début 1939, c'est par l'entremise de son ami et client August Dean, le magnat de la potasse, que Kersten est introduit auprès de Heinrich Himmler. August Dean a aussi des intérêts dans l'histoire. Il espère qu'en s'attirant les faveurs de Himmler, Kersten arrivera à le persuader d'abandonner son idée de nationaliser les industries lourdes du pays, dont la production de potasse. Heinrich Himmler est le Reichsführer SS, le dirigeant de la Schutzstaffel, l'escadron de protection du Führer. Donc en gros, on est dans le tout premier cercle autour d'Hitler, quoi. Mamie Twink a déjà parlé de Himmler, notamment au travers de sa fille, donc allez voir leur vidéo, mais pour vous la faire brève, c'est un psychopathe. Mais un psychopathe à la santé fragile. Quand Kersten rencontre Himmler, celui-ci lui fait savoir qu'il souffre de douleurs intenses, au point de s'en remettre à la morphine. Et la morphine, sa shoot, était pas bon à grand chose après. En effet, Himmler est atteint de la maladie de Crohn, le plus souvent connue pour les problèmes intestinaux qu'elle provoque, mais qui atteint aussi, entre autres, les articulations. Himmler souffre le martyre, et Kersten est kiné. Il fout Himmler sur la table de massage, le fait gueuler comme un cochon qu'on égorge, et quand Himmler se relève, il se sent comme sur un nuage. C'est la première fois que quelqu'un parvient à le soulager. J'aime autant vous dire qu'il va dès lors vouloir garder Kersten à portée de main, parce que oui, la maladie de Crohn, c'est une saloperie chronique, donc des douleurs, il va continuer à en avoir, et donc il va continuer à faire appel au seul type qui arrive à le soulager, sans lui injecter un truc qu'il shoot. Et de fait, la première conséquence de la rencontre entre Kersten et Himmler, c'est que Himmler peut se remettre à fond au taf. Parce que jusque-là, sa maladie le ralentissait. Donc, bon, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour, à peu près tous ceux que les nazis aiment pas. Nous sommes donc fin 1939, et alors que la guerre éclate, Kersten s'inquiète de sa situation. En effet, en attaquant la Pologne, Hitler se fait déclarer la guerre par la France et l'Angleterre, dont la Finlande est un allié. Or, rappelez-vous, non seulement il a la nationalité finlandaise, mais en plus il est réserviste dans l'armée. Donc il se rend à l'ambassade finlandaise pour demander ce qu'il doit faire. Et là-bas, on lui dit en substance « Non, non, monsieur Kersten, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas dans l'armée finlandaise. » Et voilà, Kersten, qui était déjà espion pour les Pays-Bas, est maintenant aussi espion pour la Finlande. En 40, ça se complique encore un peu, l'Estonie est aux mains de l'URSS, et comme il s'est battu contre les bolcheviks, il est passible de la peine de mort dans son propre pays. Côté Pays-Bas, qui est maintenant sous la coupe de l'Allemagne nazie, les autorités allemandes locales voient d'un mauvais œil ses liens avec la famille royale. Quant à la Finlande, elle ne veut pas l'accueillir et lui demande de rester auprès de Himmler et de continuer à Pucave. Donc, il se retrouve à accompagner Himmler sur le front français. Jusqu'ici, Kersten s'est contenté, si je puis dire, d'être indiscret, ou de glisser une idée à droite à gauche. Mais en août 1940, il va se rendre compte qu'il possède un certain pouvoir sur Himmler. Et il va en profiter.
Alors qu'il masse le Reichsführer SS à la suite d'une crise particulièrement intense, et que celui-ci se relève soulagé de ses douleurs en lui disant qu'il lui en doit une, Kersten le prend au mot. Vous vous rappelez du mania de la potasse ? Il se trouve que l'un de ses contremaîtres vient alors d'être arrêté par la SS parce qu'il était membre du mauvais parti. Kersten demande donc à Himmler de le faire libérer. Himmler accepte. Dès lors, Kersten comprend qu'il tient Himmler par les couilles, ou par je ne sais trop quoi qui lui faisait mal en fait. En effet, Kersten est virtuellement intouchable. Himmler est l'un des plus hauts dignitaires du régime nazi, un proche de Hitler, et Kersten est le seul à savoir le soulager. Donc à partir de là, tout est une question d'équilibre. Bien évidemment, Kersten peut pas le faire chanter comme une diva, et s'il essaye, il finira avec une balle dans la nuque. Mais s'il reste à sa place de kiné, et se montre indispensable, le chef de la SS reconnaissant lui cédera des trucs s'il demande assez sans en demander trop. Gardez bien aussi à l'idée l'ambiance qui règne dans ces fameux cercles. C'est Game of Thrones. Tout le monde essaye de gagner de l'influence, quitte à rouler sur ses concurrents. Kersten se rapproche donc le plus possible de Himmler jusqu'à devenir son confident. Au passage, il le flatte largement, chose à laquelle le petit nazi à lunettes au physique ingrat est très sensible. Il trouve aussi un allié en la personne de Rudolf Brandt, le secrétaire particulier de Himmler, qui, dira-t-il plus tard, l'a bien aidé dans son entreprise de sauver un maximum de gens, ainsi que de se sauver lui-même des tentatives d'éviction des autres nazis. Au procès de Nuremberg, il plaidera en sa faveur, mais bon, Rudolf Brandt, c'est quand même le SS qui a planifié l'assassinat de 86 juifs pour en faire des modèles naturalisés pour la collection de l'anatomiste nazi August Hirt. Vous connaissez pas cette histoire ? C'est charmant, vous allez voir. Asseyez-vous et prenez un antiémétique. Ou prenez toute la boîte. Le mec faisait partie de l'Ahnenerbe, l'institut anthropologique racial nazi, le truc qui servait à démontrer scientifiquement que les Aryens étaient supérieurs aux autres. Ou surtout que les autres étaient inférieurs aux Aryens. Et comme les nazis avaient entrepris d'exterminer les juifs, August Hirt s'est dit que ça serait bien d'en conserver quelques spécimens dans un musée. Les mecs ont donc choisi 150 juifs qu'ils ont déterminés comme typiques à Auschwitz, qu'ils ont engraissés pour qu'ils aient une gueule potable, puis les ont transférés à Natzwiller-Struthof, le seul camp sur le territoire français, à 40 minutes de chez moi. Là-bas, les 86 juifs qui ont survécu au voyage sont gazés dans une chambre à gaz prévue spécialement pour l'occasion, et les cadavres tout frais sont ensuite transférés à l'université de médecine de Strasbourg où ils sont conservés dans le formol. Quand les Alliés arrivent près de Strasbourg, vu que c'est compromettant, Himmler ordonne l'élimination des preuves. Mais faire disparaître d'un coup 86 cadavres en pleine débandade, c'est compliqué. Donc pour éviter leur identification, le personnel de l'institut où ils sont stockés leur coupe les têtes et leur retire leur matricule qu'on leur avait tatoué à Auschwitz. Mais avant de faire brûler les têtes, Hirt s'assure quand même de récupérer les dents en or à son petit compte personnel. Une fois retrouvés par les Alliés, les cadavres ont été inhumés au cimetière de Strasbourg-Robertsau et ont été déplacés en 1951 dans le cimetière juif de Cronenbourg. Je dis ça pour mes collègues alsaciens, il y a un mémorial là-bas. Bon alors, qui c'est qui a pas vomi ? Ah, c'est la vidéo de la joie et de la bonne humeur aujourd'hui, hein. Non, parce que pour en revenir à Rudolf Brandt, bon, il a peut-être aidé Kersten, mais c'est quand même un criminel de guerre. Et même si Kersten a plaidé en sa faveur à Nuremberg, il finira quand même avec la corde au cou. Bref, Félix Kersten, qui marche dans l'ombre de l'un des plus grands dignitaires nazis, se fait des alliés, mais aussi des ennemis. En 1940, alors aux Pays-Bas, il se retrouve face au chef de la Gestapo qui vient d'embarquer l'un de ses amis. Quand il lui demande de le libérer, ce dernier lui rit au nez, jusqu'à ce que Himmler s'en mêle et lui ordonne de le faire. En 1941, la Gestapo lui fait comprendre qu'elle l'a à l'œil. Il va s'en plaindre à Himmler, qui tire les bonnes oreilles, et on fout la paix à Kersten. En 1944, il découvre qu'Ernst Kaltenbrunner, un haut dirigeant de la SS en Autriche, veut sa peau et prépare un attentat contre lui. Il va poucave chez Himmler, qui va bien faire comprendre à Kaltenbrunner que son kiné est indispensable et donc intouchable. Sur sa table de massage, Himmler se met à nu. Pas seulement au sens littéral. En effet, Kersten rapportera plusieurs confidences qu'il lui a faites. Il lui confie notamment que Hitler prévoyait de créer un nouvel État regroupant la Suisse romande, une partie de la France et la Wallonie, dont il voulait germaniser la population. Le reste de la France devait devenir un protectorat de l'Allemagne nazie,
et aurait perdu son nom, d'origine germanique, qu'elle ne méritait pas. De même, il voulait faire de l'allemand la seule langue européenne et légaliser l'avortement dans les pays occupés. Oh, pas par féminisme, hein. Ça aurait été légal uniquement pour les non-germaniques, histoire de diminuer leur population. Ah, et puis il voulait aussi autoriser la polygamie pour les SS et les héros de guerre. En juillet 1944, a lieu l'opération Valkyrie, une tentative de coup d'État mise en place par un groupe de conjurés visant à tuer Hitler, prendre le pouvoir et à négocier la fin de la guerre avec les Alliés. Mais Hitler n'est pas tué dans l'attentat à la bombe qui le vise, les conjurés hésitent à lancer le coup d'État, qui du coup foire, et ils sont pourchassés à travers le Reich. L'un d'eux est condamné à la potence à la fin de l'année. Himmler promet à Kersten de l'épargner suite à sa demande. Mais il est pendu quand même. Kersten est en pétard et fait culpabiliser Himmler. Une promesse, c'est une promesse. Mais il se rend compte que l'ordre venait directement de Hitler. Il profite quand même de la situation pour obtenir de Himmler, en compensation, si je puis dire, la libération de 50 étudiants norvégiens, 50 policiers danois et 3000 femmes d'un peu partout en Europe. Vu que ça a l'air de bien marcher, dans son élan, il tente de faire libérer 20 000 détenus juifs. Mais là, Himmler trouve que c'est trop. Donc il en négocie 3000. 2 mois plus tard, un train rempli de 2700 juifs les envoie vers les chambres à gaz de Auschwitz. Himmler déroute le train en Suisse. Promesse tenue. Pendant toute la durée du conflit, Kersten négocie des prisonniers par-ci, des internés par-là. Mais son plus gros coup est peut-être celui qu'il négocie à la fin du conflit. Alors que les Alliés progressent rapidement, Himmler prend conscience que la guerre est perdue. Début 1945, ça fait déjà plusieurs mois qu'il tente en secret de négocier la fin des hostilités. Hitler, qui tient absolument à son épuration de l'Europe, ordonne de faire sauter les camps de concentration si jamais les Alliés en approchent. Les faire sauter avec les prisonniers dedans, hein. Ça fait 800 000 victimes potentielles. Les Suédois, au courant de cet ordre, supplient Kersten de faire quelque chose. Il va donc négocier durement avec Himmler, et celui-ci signera le 12 mars 1945 un document intitulé « Contrat au nom de l'humanité » qui dit que les camps ne seront pas dynamités, que le drapeau blanc y flottera à l'arrivée des Alliés, qu'on n'y exécutera plus un seul juif et que la Croix-Rouge suédoise pourra y envoyer des colis. En signe de bonne volonté, il fait encore libérer 5000 juifs et demande à rencontrer un membre du Congrès juif mondial. Lorsque le contact suédois de Kersten apprend ça, il est sur le cul. Himmler. Heinrich Himmler, le chef de la SS, administrateur des camps de concentration et d'extermination, en charge de l'extermination des Juifs. Heinrich fucking Himmler, le plus grand psychopathe du XXe siècle, accepte de négocier dans la résidence même de Kersten, au nord de Berlin, avec des représentants juifs. Kersten ira même jusqu'à suggérer à Himmler de destituer Hitler. Mais faut pas déconner, ça il le refusera. Mais le 28 avril, Hitler est mis au courant des manœuvres de Himmler, en fait un traître et le démet de toutes ses fonctions. Après le suicide du Führer, un éphémère gouvernement nazi se met en place, appelé le gouvernement de Flensburg. Himmler tente de s'y faire une place, mais il est très vite rembarré. Évidemment, le gouvernement de Flensburg tombe face aux soviétiques le 8 mai. Himmler est alors isolé et prend la fuite. Il se déguise en simple soldat et circule avec de faux papiers flambant neufs. Et c'est ce détail qui va mettre la puce à l'oreille du policier britannique qui va le contrôler près de Hambourg le 22 mai. Le mec est en haillon, avec un bandeau sur l'œil, mais il a des papiers d'identité tout neufs. Himmler est reconnu, envoyé en camp de prisonniers, mais lors d'une fouille pour vérifier s'il ne porte pas de poison sur lui, on lui inspecte la bouche. Une ampoule de cyanure y était logée à la place d'une dent arrachée. Le médecin crie alors « Prenez garde, il veut s'empoisonner », mais trop tard, d'un coup de dent, Himmler casse l'ampoule de poison et s'effondre. Après la guerre, Felix Kersten s'installe en Suède. Mais là-bas, quand on apprend qu'il a été le kiné personnel de Himmler, celui qu'on appelle le médecin du diable, ça tire quelques emmerdes. Mais un groupe de Néerlandais qui lui doivent la vie prennent sa défense et font mettre en place à La Haye une commission d'enquête qui révélera, en 1949, sur la base de milliers de documents, que Kersten a sauvé, de par son influence sur Himmler, près de 100 000 personnes, dont 60 000 juifs. Il reçoit des décorations d'un peu partout et sera proposé 8 fois comme candidat pour le prix Nobel de la paix, qu'il n'obtiendra cependant jamais. Il mourra, pas bien vieux, en avril 1960 d'une crise cardiaque.
Il est décoré grand officier de l'ordre d'Orange-Nassau, un peu l'équivalent de la Légion d'honneur aux Pays-Bas, Légion d'honneur dont il est chevalier, de même que Medicinalrat, la plus haute distinction finlandaise pour un médecin, qui n'a été décernée que 4 fois. Voilà. C'était, pendant les heures les plus sombres de notre histoire, celle de Félix Kersten, le mec qui s'est servi de ses talents pour infiltrer les plus hautes sphères du Troisième Reich et sauver une centaine de milliers de personnes de la déportation ou de l'extermination en massant des fesses nazies. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeeks et à la revoyure. C'est peleux. C'est peleux. Oh, stagiaire! Hein, Foss? La vidéo, elle est terminée, là, c'est le moment de faire ta sponsor. Ah si, je n'avais pas vu parce que j'étais en train de regarder autre chose. Ah, parce que tu regardes même pas les épisodes. Mais si, que je les regarde, mais celui-là, je l'avais déjà vu. Alors j'étais en train de regarder une vidéo de 12 parsecs. Ah bah bravo. Mais c'est rigolo, parce qu'il dit encore plus de gros mots que astronogeek. Ouais, ben, en parlant d'astronogeek, t'as toujours à faire la sponsor. Oui, bah justement, je suis en train de t'expliquer. Expliquez quoi? Bah quand on regarde les vidéos de astronogeek, c'est parce qu'on aime bien apprendre des trucs qu'ils sont différents. Et 12 parsecs, c'est pareil. Ils parlent pas que d'astronomie. Alors on sait jamais de quoi ça va parler dans la prochaine vidéo. Et bah YFood, ils ont décidé de faire du astronogeek. Mais de quoi tu parles? Et bah YFood, ils m'ont dit, cette semaine, c'est Apple, tu montres à tout le monde que nous aussi on fait plein de trucs différents. L'œil. Il faut que je le dise vite pour pas que j'ai envie de pleurer, mais même si les vacances elles sont finies, tu peux encore acheter un pack fruity avec les goûts de l'été. Et dedans, c'est comme du astronogeek, il y a un peu de tout, de la fraise, de la pêche et de la mangue. Et si tu veux, tu as aussi le pack 12 parsecs. Ça s'appelle le pack variété. Oui, mais moi je l'appelle le pack 12 parsecs parce que c'est n'importe quoi dedans, parce que tu as vanille, noix de coco, café, banane, caramel ou chocolat. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter les boissons tout faites et qu'ils préfèrent les poutres, il y a aussi le pack Point Vénus. Quoi? Oui, parce que c'est comme le pack 12 parsecs mais en tout DCC et avec moins de Je sauce. sens qu'on va avoir des emmerdes. Trine, est vanille, chocolat, fruits rouges, café et noix de coco. Et si tu préfères, tu as aussi le pack Point Vénus. T'as déjà fait cette blague? Néné, ça c'est une autre. Ça c'est pour ceux qui préfèrent 12 parsecs mais en tout petit et tout dur. Eux, il faut qu'ils choisissent les barres. Comme ça, ils ont noisettes, amandes salées au chocolat, caramel au beurre salé, brownie et noisettes grillées et noix de coco au chocolat blanc. Là, c'est vraiment n'importe quoi et avec des noisettes. Tout comme sur la scène du Point Vénus, qu'elle. C'est peleux. Et comme ça, dans chaque pack, tu peux essayer plein de goûts différents et décider c'est quoi que tu préfères. Ou alors tu achètes que des packs variétés et comme ça tu as chaque fois un peu de tout. Comme quand tu regardes ton YouTube. Yo, allô? Yo, po sur PH Tickets. Faut te molle, d'abord j'explique à tout le monde qu'ils doivent cliquer sur le lien qui est dans la description ou utiliser le code Astrono YouTube. Comme ça, ils ont 10% de réduction sur qu'est-ce qu'ils achètent. Et après, tu pourras m'engueuler parce que c'est tes trucs que c'est vrai. Tort que tu es tout petit et tout dur, même que... Ah bah yo, t'as raison, les noisettes, on en voit plus sur la scène de 12 parsecs quand même. Faut te molle. Hop la pisse, me la réclame, elle est finite. Fus. Yo, allô?